Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Écoutez, nous sommes avec une personnalité de marque aujourd'hui à Coconut Podcast. Si vous ne la connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte. Depuis son arrivée au Québec, elle ne fait que véritablement laisser sa marque partout où elle passe. Elle travaille pour la justice sociale, mais surtout l'intégration des femmes dans le monde des affaires et dans le monde des entrepreneurs. C'est avec un ultime plaisir que nous accueillons. Alors, elle a plusieurs chapeaux. Elle est entrepreneur à la tête de plusieurs compagnies. On regardera ça durant l'entrevue. Aujourd'hui, elle est directrice régionale à la TD. Elle s'occupe de mettre les femmes en action. Femme entrepreneur. Elle siège au conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle connaît Monsieur Michel Leblanc. Et pour terminer, depuis le 13 janvier 2020, eh bien, elle est à la tête en tant que présidente et porte-parole, oui, messieurs, dames, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. C'est avec honneur et respect que nous accueillons à Coconut Podcast Déborah Charenfant, messieurs, dames. Quel accueil, mon Dieu, quelle introduction. Merci, très contente d'être là. Ben, écoute, c'est tout un honneur que d'avoir une aussi grande dame, véritablement, de par toutes tes actions. Tu contribues véritablement à faire avancer le Québec, le Canada, dans le bon sens. Madame Charenfant, me donne de le dire de même. Là. Mon Dieu, Déborah Charenfant, comment vas-tu? Déjà, le madame me fait me sentir un petit peu trop vieille, mais je le prends quand même. Mais c'était très gentil. Merci pour cette belle introduction. Ça va bien, ça va bien, ça va mieux que ça n'allait au début de la crise, on va pas le cacher, mais ça va bien. On fait partie des chanceux, on fait partie des personnes qui, je pense, sont reconnaissantes des ressources, du soutien, de l'entourage. Ça va bien, sincèrement. C'est occupé, même si on touche la fin de l'année. Mais ça va bien. On s'occupe comme on peut, mais on ne peut pas dire que ça va mal. Ben écoute, 2020, on peut dire, entre autres, on a vu beaucoup les Fabriceville, les Will Prosper, les Carla Beauvais, mais on peut dire que 2020 a quand même également été, on a Dominique Anglade, hein, mais on peut dire que 2020, c'est également l'année de Déborah Charenfant, parce que, écoute, est-ce que tu pouvais imaginer que le 10 janvier 2020, que cette année 2020 serait celle qu'on est en train de vivre? La question est la suivante. Zéro. J'aurais jamais pu penser, j'aurais pas imaginé. C'est sûr que c'est quand même un grand pas dans ma carrière, dans mon parcours, d'être présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est la plus grande jeune chambre à travers le monde. Ouais, c'est ça, 1500 membres. Exactement, 70 événements par année, 150 personnes impliquées bénévolement chaque année. Donc, c'est quand même une grande équipe, une grosse machine, mais j'aurais pas pu penser. Le 10 janvier, quand ma nomination devient publique, je voyais vraiment cette année comme une grande année. Je pensais pas qu'elle allait être grande dans ce sens, mais j'avais beaucoup de projets, de planification, d'ambition pour cette année et tout a été mis sur pause, comme on a pu le voir. Mais il n'en demeure pas moins que la plupart, je vais pas dire tout, mais la plupart des idées, des projets auxquels je pensais pour la Jeune Chambre ont quand même pu se tenir de façon virtuelle. Mais au moins, ça a permis d'aller creuser un petit peu plus les conversations. Donc, peut-être d'être moins, oui, physiquement sur le terrain, mais d'être plus présente auprès de l'équipe, auprès de notre communauté et auprès des gens que nous représentons et qui rendent possible notre mission. Donc, ça a été un virage
On s'est tourné, je me suis tournée vers moi-même, l'équipe de la Jeune Chambre, et ça m'a permis d'être plus proche d'elle très rapidement parce que justement on n'avait pas 4-5 événements par semaine physiquement. Comme à l'accoutumée. Mais ça, on peut te dire chapeau, car cette mission qui est donnée à une présidente et en plus porte-parole, c'est de faire connaître l'institut, l'association, l'organisme. Et je peux te dire que, écoute, sur les réseaux sociaux, vous avez organisé des webinaires, vous avez donné la parole à monsieur, madame, tout le monde, mais également, vous avez invité des personnalités quand même de marque. Cette expérience sur les réseaux sociaux, qu'en retiens-tu? La participation, elle a été incroyable quand même, et surtout, vous vous êtes fait connaître. Oui, tout à fait. Plus, mais c'est bien que tu le mentionnes parce que la Jeune Chambre est une vieille organisation, mine de rien. La Jeune Chambre a 89 ans cette année. Wow. Et en 89 ans, on n'avait pas du tout encore entamé de virage numérique parce que le core, en bon français, de notre offre, ce sont les événements de réseautage, donc les cocktails, les conférences, les événements où les gens veulent se voir parce que c'est ce qu'on vend, c'est ce lien-là, ce développement de réseau, ce développement d'affaires. Donc, la crise nous a permis, entre guillemets, de faire ce virage numérique bien plus rapidement. Et ce qu'on retient, c'est à quel point cette flexibilité, agilité, cette ouverture et capacité un peu de changer qu'on dit souvent que les jeunes, ben oui, les jeunes, ça va être possible, oui, vous êtes doués pour ça. Ben, c'est vrai parce que on a une petite équipe, une équipe de 6-7 personnes, mais on a été en mesure de prendre ce virage-là très rapidement, même pas 2 semaines après, et de transformer. On n'a pas tenu exactement les événements auxquels on s'attendait de la même façon, mais on a pu transformer nos événements véritablement et ça s'est bien passé. Et effectivement, en termes de participation, ça a été au-delà de nos espérances parce que, étant donné qu'on fait naturellement toujours des événements physiques, donc de faire maintenant un événement de réseautage, un 5-7 via Zoom, on se demandait si les gens allaient nous suivre là-dedans parce que c'est sûr que c'est pas évident, là. C'est se rencontrer, échanger des cartes d'affaires, manger, prendre quelques bouchées, prendre un verre. C'est ça aussi l'expérience. Mais là, on ne peut pas faire ça. Donc, ça, on s'est posé la question, mais la communauté, les membres nous ont suivis, puis heureusement d'ailleurs. Et tu parlais justement de personnalité. Ça nous a, comme je dis, le fait de se recentrer, de prendre le temps pour voir c'est quoi notre valeur ajoutée, quelles sont nos priorités, nous ont permis effectivement d'aller au front et d'aller parler à la mairesse Valérie Plante en tête-à-tête, d'aller parler au ministre Fitzgibbon en tête-à-tête, justement, d'avoir des rencontres privilégiées, même au niveau fédéral avec la ministre Ng en septembre dernier. Donc, pour permettre de faciliter cet accès-là pour notre réseau et leur permettre d'assister à ce type d'événement. Donc, ça a été très important pour nous. Et je sais que physiquement, ça aurait été des rencontres qui auraient pris beaucoup de temps à planifier, mais que virtuellement, c'était plus facile et plus rapide à monter. Super, ça, ouais, on sent un dynamisme là, de la part de notre présidente. Là, ouais, on aime ça. Mais on sent également que tu apportes un dynamisme qui est dans une continuité à la Jeune Chambre de commerce parce que c'était une femme qui était là avant, Madame Lu. Selena Lu, exact. Oui, pas pire, hein, Madame Lu. Et écoute, tu apportes ce dynamisme. On sait que la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Monsieur Leblanc, est entouré de Madame Orobello, Madame Negus, Cortés, Castillo, Tanyen, un peu d'espagnol. Hein? On va revenir. On sait que, elle est pas mal avec les idiomas, Madame Enfant. Mais on sent qu'il y a un dynamisme là, au niveau de la gente féminine en ce qui a trait aux affaires. Maintenant, toi qui es à la Jeune Chambre de commerce, écoute, c'est quand même une fierté en cette décennie des personnes d'afro-descendance, avoir une présidente issue des communautés culturelles, franchement, Madame Lu également, félicitations. Comment, tu sais, je sais que tu as beaucoup travaillé en cette matière, on va apprendre à te connaître par la suite, mais
la gouvernance, tu sais, comme à la féminin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, là, un peu. Il y a quelque chose d'intéressant. Là, on regarde notre première ministre, je le dis comme ça, mais je m'attache à elle, Madame Ardern en Nouvelle-Zélande. Écoute, elle fait un travail incroyable. On a Madame Merkel. Tu sais, lorsque les femmes sont au pouvoir, là, il me semble qu'il y a quelque chose de différent. J'ai une directrice dans l'école où je travaille, fait un travail incroyable en temps de pandémie. J'aimerais t'entendre, Madame Cher-Enfant. Mais dans le fond, moi, c'est une question qui m'interpelle et qui moi, m'allume naturellement parce que je suis profondément convaincue que le leadership au féminin ou le pouvoir au féminin a je veux le dire comme ça, une saveur distincte de l'autre type de pouvoir auquel on est plus habitué et que les femmes dirigent d'une façon différente. En fait, on va le dire pour pas faire des généralisations. Tout le monde dirige d'une façon différente. On s'entend. Donc, chaque personne a sa façon unique de gouverner, de diriger, de gérer des équipes, etc. Par contre, ce que les études nous montrent, c'est que dans la façon de gérer des femmes, c'est qu'il y aura une propension beaucoup plus grande à aller dans un esprit de collaboration. Donc, à aller miser beaucoup plus sur le travail d'équipe. Donc, aller avoir une attention plus particulière sur l'individu, l'humain. Donc, aller pousser un petit peu plus c'est quoi la valeur ajoutée que chaque personne amène à l'équipe pour faire en sorte de miser sur ses forces. Donc, il y aura cette préoccupation-là. Il y aura aussi une préoccupation pour l'impact social, l'impact dans la société. Donc, qu'est-ce qu'on est en mesure de changer pour véritablement penser à son entreprise ou à sa gestion d'une façon où on veut faire changer les choses. Et peut-être plus loin, sur un plus long terme, on voit que les femmes, en général, dans leur gestion, elles vont avoir une tendance à moins viser la croissance juste pour la croissance, ou à savoir la croissance juste pour la richesse. Exactement, mais de planifier un petit peu plus cette croissance-là pour faire en sorte que ce soit une croissance qui respecte différents éléments, que ce soit dans la société, à l'intérieur de l'équipe, pour notre vie personnelle aussi. Donc, on ne veut pas se retrouver dans une course contre la montre, dans une course folle qui nous fait oublier notre famille, qui nous fait oublier nos amis, qui nous fait oublier notre santé mentale, notre santé physique. Donc, il y a cette préoccupation-là plus grande qu'on retrouve en général chez les femmes gestionnaires, présidentes ou des femmes qui gouvernent. Donc, ça, c'est une question qui, moi, me touche, m'interpelle et c'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer beaucoup dans des sujets ou des questions féminines parce que je trouve ça vraiment fascinant. Superbe. Écoute, cet intérêt, on va apprendre à te connaître, te vient assurément de quelque part. Parce que Madame la Présidente, elle est née en Haïti, terre des Taïnos, des Arawaks, bien sûr, hein, il faut le rappeler, les autochtones qu'il y avait sur Hispaniola. Haïti, terre montagneuse, hein, c'est bien ça. Écoute, Haïti, c'est une société qui peut laisser présager que c'est une société patriarcale, mais si on gratte rapidement, c'est une société matriarcale, car le socle, le poteau miton qu'on dit en créole, c'est la femme. Tout à fait. Et Déborah, elle va assurément s'inspirer de la force de grand-maman, de maman, de Tati, pour vraiment s'imbriquer là, dans cette mouvance. Et tu vas arriver au Québec en 2005. Mais avant d'arriver au Québec, Déborah, quel a été le rôle de la femme, de la maman haïtienne dans ton développement en tant que personne pour arriver au plus haut firmament qui sont les tiens aujourd'hui? Plus haut firmament, j'espère pas, parce que ça veut dire que j'ai fini. Non, Première ministre du Canada, du Québec? La guette a parlé, On en reparlera. On parlera. Dans plusieurs années. Là. Mais effectivement, en 2005, j'arrive au Québec, mais ma vie ne commence pas en 2005, bien évidemment, même si j'aurais bien aimé n'avoir que 15 ans aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bref, quand j'arrive ici, donc je suis née, comme tu l'as dit, je suis née
éduquée et j'ai grandi en Haïti. Et je suis née dans une famille très tissée serrée, j'ai envie de dire. On est 4 enfants. Mon père et ma mère sont mariés depuis 39 ans maintenant. Wow, bravo, maman. Bravo, Oui, papa. effectivement. Et je nais effectivement dans une famille où les femmes, comme je pense fondamentalement dans la société, ont une place importante. Oui, j'ai une mère, j'ai des tantes, j'ai 6 tantes, j'ai perdu une, paix à son âme. Mais bref, on est vraiment entouré de femmes qui ont leur place, qui prennent leur place, de femmes actives, de femmes dynamiques, de femmes qui ont une carrière. Donc, effectivement, pour moi, quand je grandis dans ma conception de la vie, Il va de soi. exactement, ça va de soi. Donc, chaque personne a sa place, chaque personne contribue au noyau familial, à la famille. Et chaque personne aussi, moi, je pense que très rapidement, c'est plus tard que je l'ai compris, très rapidement, il y a la notion de on choisit sa carrière. Donc, on choisit ce qu'on veut, on choisit sa passion. Ce qui est quand même, je pense, un bel apprentissage. Parce que ma mère, même si elle a des études en psychologie, elle a des études également, des études de laboratoire, et ça fait plus d'une trentaine d'années, près de 40 ans d'ailleurs, qu'elle travaille avec les personnes atteintes du VIH dans un accompagnement psychologique, mais aussi des projets pour les soutenir. Donc, je sais que c'est une passion, c'est une vocation quasiment, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc, ce n'est pas une nécessité, une job alimentaire, comme on dit. Donc, moi, je vois ça très tôt. Mon père, lui, médecin, chirurgien, qui n'a jamais travaillé en clinique, jamais travaillé à la capitale d'ailleurs, et qui travaille dans des régions éloignées. Je dis régions éloignées pour faire simple, mais je devrais être plus honnête, à savoir, il a toujours travaillé à 2-3 heures de la capitale, mais à faire le voyage, soit quotidiennement. Des bouquets, un peu. À Mirbalet. Mirbalet? Conaïu. Et maintenant, Mirbalet depuis... OK, mais ma cousine, Clément, Bettina Clément, elle est rendue, je ne sais quoi, chirurgienne en chef, entre autres. Ouais? Ouais, à Mirbalet, c'est une tête, quoi. C'est pas vrai. Bon, mais voilà. J'ai visité Mirbalet, entre autres. Pas vrai. Ouais, dans l'Artibonite. Mais oui. Oui, mes parents viennent d'Everett. Bon, ben voilà. Voilà. OK. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Mirbalet, donc des fois, je dis, c'est une région éloignée, c'est à peu près 1h30, 2 heures de Port-au-Prince, etc. Super, wow. Mon cher bonjour, papa, bonjour monsieur papa, bonjour papa. Donc voilà, mon cher papa qui suit sa passion depuis un certain nombre d'années, depuis toujours d'ailleurs. Donc je grandis avec ça. Donc je pense que ça a un impact sur moi, mon choix de carrière, et surtout ma décision de quitter Haïti, parce que je veux dire, je pouvais faire ma vie, continuer, poursuivre mes études en Haïti, mais je choisis véritablement de venir au Québec, d'étudier en entrepreneuriat. Et ça, je pense que ça, ce sont mes parents qui m'ont laissé ça, et ma mère particulièrement, parce que elle disait toujours, non, moi, je fais tous ces efforts pour que vous ayez le plus loin possible. Il faut suivre votre passion, il faut aller briser des plafonds. Les plafonds de verre. Oui, exactement. Donc, moi, je tiens ça beaucoup de ma mère, ce dynamisme-là. Et surtout, je pense qu'il y a une chose que je détiens de ma mère, cette notion de potomitan, comme tu le disais, puis j'aimerais peut-être revenir là-dessus parce que récemment, j'en parlais au sein d'une conférence, mais c'est la notion de pouvoir jongler avec différentes choses, parce que dans la vie, on peut être passionné par différentes sphères, différents éléments nous stimulent. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui m'interpelle dans la vie, c'est de toucher à plusieurs choses. Et j'ai la chance, le grand bonheur d'avoir pu toucher à quelques éléments dans ma vie à date. Et il y a plein d'autres choses qui m'intéressent aussi. Ben écoute, très vite, on sent qu'il y a deux dadas là qui t'intéressent. Hein? L'entrepreneuriat, parce que dès que tu arrives au Québec en 2005, écoute, tu vas avoir l'opportunité quand même d'obtenir un certificat à l'UQAM. Ça, c'est en économie internationale. Donc, on sent déjà que l'outre-mer t'intéresse également, parce que aujourd'hui, tu y prononces des conférences, hein, quand même, intéressant. Par la suite, tu vas quand même y faire un échange international. Ça aussi. Tu vas te rendre en Espagne. À Madrid. Ouais, c'est ça, à la Universidad Pontificia. Écoute, à Direction de Empresas.
Exactement. Là, ça, c'est intéressant. Entonces, ¿conoces español? Hablo un poquito español, pero desde 2008 no he No, hablado. tienes de practicar un poco más. Practicar mucho más, mucho. Mucho más. Bueno. Excellent. Vous passez le test. Tu sais, des fois, je dis vous, là, mais tu sais, c'est la fonction, là. Mais Oui, Déborah passe le test. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Tu sais, quand on s'adresse lors des audiences. Oui, Madame la Présidente. Voilà. Exactement. Okay. Excellent. Et par la suite, là, ça, c'est quand même incroyable. Tu vas, alors, faire 3 ans d'études à l'une des écoles. Tu sais, on a l'ESG, on a John Molson, je pense. Là. C'est toi, tu le dis, hein, c'est pas moi. Moi, je le dis, mais je nomme les autres aussi. Hein. T'as vu, je suis bon, je nomme les autres aussi. Il y a l'ESG, il y a John Molson, et tu vas être admise à HEC Montréal, quand même. Et là, tu vas y décrocher, mais là, un baccalauréat en administration des affaires, hein, c'est BAA. Tu sais, quand on voit votre BAA, là. BAA. Ah, ouais. Ça, c'est comme le titre, là, genre le sigle, là, qui fait wesh. Et là, ça, c'est en entrepreneuriat. Ça, là, franchement, tu sais, t'as quand même gardé, tu sais, comme un fil conducteur, là, une cohérence impeccable. Oui. Et là, maintenant, tu vas pas lésigner, là, tout de suite. On sent que toi, tu vas véritablement t'engager, tu vas être embauché comme chargé de projet au programme Femmes et Leadership. Ça, là, c'est au Chafrique, c'est bien ça, hein? Le chantier j'aimerais vraiment savoir quelles sont toutes ces sources parce qu'elles sont impeccables. Mais merci, Madame la Présidente. Elles sont impeccables. Franchement, moi-même, je suis impressionnée et légèrement flattée parce que je me dis, mais il a trouvé tout ça. Bon, écoutez, voilà. Comme on dit, on vient d'Hispaniola, hein? Petite. Ouais, voilà. On travaille dur, mais le dur labeur, ça rapporte. Hein? Mais c'est bon, j'apprécie effectivement la cohérence, la ligne directrice est la même. En fait, pour tout te dire, moi, je découvre le mot entrepreneuriat à l'âge de 15-16 ans et j'ai une fixation sur le mot et j'ai surtout une fixation sur le fait que c'est cette voie-là que je veux emprunter et c'est cette voie qui va m'ouvrir les portes de mon avenir parce que je me dis, je veux tellement devenir une femme d'affaires qu'il faut que j'étudie en business et après, je découvre qu'il y a des études, il y a le mot entrepreneuriat, en plus, il y a des études en entrepreneuriat. Donc là, je deviens presque obsédée par la question. Et effectivement, HEC avait ce programme. C'est la seule université à avoir un programme, une spécialisation là-dedans. OK. Et pour moi, c'est super important. Et autre chose importante, pourquoi j'ai changé d'université, que j'ai quitté l'UQAM après mon certificat, c'est que le programme était en 3 langues. Donc, c'est un programme de corps trilingue, en français, en anglais, en espagnol. Et là, moi, ça vient me rejoindre parce que tu n'es pas sans savoir que les gens nés en Haïti, étant donné qu'on est bien entouré, étant une île, on a des voisins qui parlent espagnol. Polyglotte, on est polyglotte quand même. Exactement, on est polyglotte, même si on n'utilise jamais ce mot pour nous qualifier, mais on peut dire qu'on est polyglotte. Ouais, et particulièrement doué en anglais, dois-je le dire. C'est vrai, très souvent. So your English is as good as your French, or as your Creole, or as your... As my Creole. My Creole is better than anything. OK, d'accord. Elle n'a pas oublié, là. Même si elle est arrivée jeune au Québec, ou qu'elle parle l'école toujours, Madame la Présidente. OK, d'accord. Tu penses le test, c'est bon. On va bien vite tester sous Creole. Il y a Madame Colloque serait bien contente Malin, comment peux-tu poser cette question? Intéressant, superbe. Et toi, tout de suite, parce que quand même, faut pas se le mentir, tu viens d'un certain milieu dans les Caraïbes, mais tu arrives ici, tu as quand même la peau basanée, dans un Québec d'il y a... La peau noire. Oui. Oui. Merci. Oui, non, c'est vrai. Clair. Tu as la peau noire, ouais. Cool, respect. Yeah, merci, vous êtes cool. Mais toute la clique que je reçois en entrevue, des fois, moi, je vais doucement, mais bien dans l'aide. Dis les affaires. OK. T'as la peau noire, puis là, tu vas quand même, en plus, t'es une femme, là, tu regardes dans tous les milieux des affaires un peu, il y a beaucoup d'hommes, mais déjà au Chafrique, toi, tu vas travailler sur cet élément qui est de cerner, n'est-ce pas, le manque de leadership femme. Immigrantes surtout également. Afro-descendantes.
Afro-descendante? Oui, ben c'est ça. Oui, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui sont nés ici, mais quand même qui sont dans une situation très similaire. Yes, sûr. J'avais la question quand je me préparais avec l'équipe, mais tu y réponds. Ta boule de cristal t'avait dit qu'il fallait voilà, aborder l'élément. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que ça va rester un fil conducteur tout au long de ta carrière. Nous t'écoutons, Déborah Cher-Enfant. Tout à fait. Non, c'est important. Des fois, je me pose la question pourquoi je suis aussi, comme on dit en anglais, adamant, très ferme et très convaincue. En fait, je pense que c'est, quand je regarde, maintenant, on est 15 ans plus tard, et je me dis, effectivement, il y a des gens qui sont des militants et des gens qui sont des experts. Moi, je suis une personne engagée. Moi, mon engagement, c'est m'assurer d'avoir de parler, mais de pousser, de faciliter la représentation des femmes dans le milieu des affaires, parce que je ne pars pas du postulat qu'elles n'existent pas. Moi, pour moi, venant d'Haïti, et c'est pourquoi je voulais revenir sur le point de Potomitan, moi, pour moi, les femmes font partie intégrante de la société, plus que la société, de l'économie d'un pays, et moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Malheureusement, pourquoi on n'affiche pas très publiquement qu'Haïti est un pays féministe ou autre, c'est parce qu'on flirte très souvent avec cette allure-là, parce que dans l'infrastructure, dans la représentation, c'est pas souvent ça, mais on sait que fondamentalement, le socle qui agit pour Potomitan, donc le milieu, le poteau central, même dans cette économie informelle, c'est soutenu par des femmes. Quand on va dans les marchés, dans les commerces, ce sont des femmes qui ont ces entreprises-là, même si ce sont des petites, microscopiques, même si on veut les réduire à leur simple appareil, mais ce sont des femmes qui portent cette économie-là à bout de bras, leurs épaules exactement à bout de bras. Donc pour moi, la place de la femme dans l'économie, elle est évidente. Donc, pour moi, c'est naturel que je m'engage dans ce créneau-là. Maintenant, pourquoi j'ai eu un mini-choc, une surprise en arrivant ici, c'est que on n'en parlait pas. On parlait pas des femmes, on parlait pas de la place des femmes. Je voyais pas les femmes parler. Ce que, encore une fois, moi, je voyais beaucoup plus les femmes prendre la parole en Haïti sous différentes façons. Encore une fois, j'ai pas envie de comparer les deux parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de communication. On n'a pas les mêmes codes de communication, on n'utilise pas les mêmes mots, mais pour moi, dans ma tête, il n'y a pas de doute sur la participation et l'importance des femmes dans l'économie haïtienne. Alors qu'ici, j'arrive, je me questionne, je me dis, oh, mais elles sont où? Qu'est-ce qu'elles font? Quelles sont... Exactement, donc c'est comme ça que je commence effectivement à Chafrique. Plus tard, ça va se concrétiser avec mon blog modèle, mais très rapidement, je réalise ce manque-là. Et dès 2010, justement, un an après à Chafrique, je commence à me motiver, à aller à la rencontre, à aller sur le terrain, à faire des entrevues véritablement avec ces c'est ça. Quand même. Les podcasts comme Coconut n'existaient pas, dans le sens on ne parlait pas de podcast. On parlait de petites entrevues, one-on-one, blog, écrire. Médias sociaux venaient tout juste de sortir. C'était embryonnaire, là. Embryonnaire, là, tu commences à avoir une page Facebook, on te dit, page Facebook, pour faire quoi? On parlera pas de Instagram. Oh non, oublie ça. Moi, la petite anecdote pour réaliser à quel point c'était vraiment... Instagram existait, mais c'était plus zéro. Moi, je pensais qu'Instagram, c'était un logiciel de traitement d'image. Donc, si quelqu'un, vraiment, je vous en supplie, n'allez pas, je pense qu'après l'entrevue, je vais aller nettoyer, n'allez pas dans mes premières photos Instagram parce que... Tu mets les filtres d'image. Exact. Je mets les filtres sur des photos par rapport, et après, je les laisse, mais sans commentaire. C'était juste là parce que pour moi, Instagram, c'est un logiciel de traitement d'image. Donc, c'était pour acheter des filtres, parce que dans ce temps-là, nos téléphones n'avaient pas de filtres, hein, on s'entend. Donc, je mettais la photo, je partageais le filtre, et puis je pense qu'il y avait une question de publier. Mais pour moi, publier, c'est juste pour mettre le filtre de façon véritable. Après, je reprenais ma photo et après, j'utilisais sur mon blog. Donc, oui, les premières photos sur mon Instagram, pour vous dire à quel point ça ne me rajeunit pas, je sais. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas ça. Donc, je commence dans cette époque de blogspot, blogosphère. Là, c'était le trend, la blogosphère. Maintenant, Oui, mais c'est intéressant, la blogosphère, parce que tu vas aller chercher de l'expérience quand même en gestion, communication, mais par la suite,
Et ça également, ça va. Ben aujourd'hui, je pense, il y a plusieurs moments de ta vie que tu vas travailler sur cet élément qui est le suivi et le développement des entreprises. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va, même souvent, tu vas participer à différents, tu sais, juste donner des conseils par moment à différentes organisations en ce sens. Mais toi, tu as étudié en entrepreneuriat et t'attends pas, là. En 2011, tu arrives avec ce qui était le podcast, appelons-le podcast modèle, mais qui était plutôt cette version podcast, mais qui était ce blog. Oui. Ça existe encore aujourd'hui, là. Oui, effectivement. Je ne sais pas comment tu trouves le temps, là. Je n'écris plus depuis un an, effectivement, parce que je pense que l'année 2020, le temps a été une denrée rare, même si on a trouvé le temps pour faire autre chose, ça je dois le dire. Mais effectivement, je n'écris plus, mais la plateforme, étant donné, c'est tellement une plateforme, un tremplin qui ça a remporté, là, meilleur podcast, tu sais, dans le temps. Meilleur blog au Canada. Ouais, mais au Canada, là, Déborah, ça, c'est incroyable. Oui, effectivement. Wow. On oublie vite, hein, parce que moi, effectivement, j'avais pas oublié, je sais, mais c'était en 2013, Alain. Qui parle de ça aujourd'hui, 7 ans plus tard? Mais quand même, ça veut dire que tu avais travaillé dur parce que ça a quand même été reconnu par une communauté en la matière. Puis plus tard, ben toi, tu vas rester dans l'innovation toute ta vie. Plus tard, avec Arch, on va regarder ça. Mais tu vas également, dans les mêmes années 2011, 2012, tu vas nous fonder Atelier Coloré, qui va devenir plus tard, en 2015, Marché Coloré. Non, mais Alain, tu as mon CV, j'ai postulé à une offre d'emploi que tu as mise en ligne ou quoi? Non, mais tu sais, on a des contacts à Coco, notre podcast. Des fois, on appelle même les parents là, de nos invités. Non, mais j'ai l'impression. Voilà. Mais ça, c'est vraiment nickel. Peux-tu me dire en une minute l'importance pour toi qu'il te fallait tenter la chose, t'as étudié l'entrepreneuriat, mais maintenant démarrer, mettre en pratique tout ce que tu avais appris en tant que conseillère en gestion et communication lorsque tu étais au centre de suivi et de développement d'entreprise. J'aimerais t'entendre, Déborah. Oui, en une minute. Alors, moi, ça a toujours été important, ça l'est encore aujourd'hui, de tester les choses. Yes. De un. De deux, plus important que de tester les choses, c'est de savoir de quoi on parle. Moi, ça faisait, quand je lance Coloré, ça faisait 3-4 ans que j'étais, 3 ans. 3 ans conseillère en démarrage d'entreprise, chargée de projet dans le domaine, donc où j'accompagnais des entrepreneurs à lancer leur entreprise. Mais je n'avais aucune idée de, fondamentalement, c'était quoi le fait de lancer une entreprise. Donc, pour moi, c'était très, très, très important de partir de quelque chose que je connaissais véritablement. Et étant donné que naturellement, j'étais interpellée, intéressée par l'entrepreneuriat, je me dis, bon, ben, je vais faire 1+1, je vais lancer moi-même ma propre entreprise, voir c'est quoi, voir quels sont les défis, les réflexions. T'as enregistré ton numéro, t'as enregistré ton entreprise, recherche de nom. Tout, économiser, dépenser d'argent, faire un site Internet, tout, vraiment. Quel a été le soutien de tes parents dans tes différentes entreprises, dans tes différents projets un peu, les uns plus éclatés que les autres? Aujourd'hui, les uns plus éclatés que les autres. C'est bon, c'est bien que tu le dises. Mais j'ai la grande chance, et je l'ai dit au début, d'avoir non seulement des parents aimants, donc qui s'aiment entre eux, mais aussi qui nous aiment profondément et qui nous poussent. Et moi, même si j'ai des parents, parce que j'ai dit, ils ont quand même des carrières assez chargées, j'ai envie de dire, mais zéro entrepreneur. Mais moi, j'ai jamais senti non plus que mes parents me disaient reste, non, fais ci, deviens avocat. Ils me l'ont dit au début, mais très rapidement, quand ils ont compris que ce n'était pas la voie que j'allais choisir, c'était oh, vas-y. Ok, non, fais-le comme ça, de préférence. Continue comme ça. Ma mère, personnellement, m'a beaucoup aidée dans les patrons, les premiers patrons de Coloré. Donc, non, je suis très, très, très chanceuse d'avoir les parents que j'ai. Ouais. Puis, une femme entrepreneur, ben, c'est ça aussi. C'est que ça touche à beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde les Webster, les Fabrice Ville, les Carla Beauvais, les Fabienne Collat, c'est comme ils ont différents chapeaux. C'est incroyable. Mais pendant toutes ces années, pendant que tu démarres tes entreprises, bon là, tu commences à te faire connaître encore plus, mais là, tu as quand même le magazine Souche
Ouais, quand même, tu vas être chroniqueuse web au magazine Souche, Oui, qui en existe parallèle. également en parallèle, c'est ça? Parce que ça Oui, existe également en format magazine papier. oui, Oui, web. exactement. À l'époque, c'était web, effectivement, Oui, puis voilà, c'est ça. aussi en format papier. Oui. Écoute, tu vas écrire des sujets. Comment trouver son mentor? Que Oui. c'est bio, Noël? CN tailleur et le sur-mesure. Parce que Déborah Cherenfant, il faut le savoir, la mode est très importante pour elle. Alors, Oui. j'aimerais quand même t'entendre lorsque tu écrivais. Tes différentes chroniques, les sujets, tu les puisais où, très rapidement? Ouais, ben, je te dirais à moitié, c'était entre guillemets des commandes, dans le sens où ça OK. devait respecter une certaine thématique Thématique, du oui. magazine, dont le magazine traitait. Mais par rapport à la mode, ce que tu dis, c'est drôle parce que même si j'ai une entreprise dans le domaine de la mode en tant que telle, pure et simple, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le textile, c'est le travail. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison. Ma grand-mère, paix à son âme, ma grand-mère maternelle, a été couturière toute sa vie. Donc, j'ai grandi, moi, autour de tissus, de rétail de tissus, d'aiguilles, de Les fils, patrons, les hein? Oh, patrons, tout OK. ça. Moi, tout ce que j'ai porté, mes sœurs et moi, jusqu'à l'âge à peu près de 11-12 ans, ça a été du fait à la maison par ma grand-mère. On ne trouvait OK. pas ça hot à 12 ans de porter du Du lin. fait, ouais, du lin, Non, ouais. mais Ouais. maintenant, encore une fois, avec le recul, c'est là qu'on apprend. À 5 ans, c'est cute quand on a 5 ans, 7 ans, 8 ans, entre sœurs, puis on est cute, on a la même robe. Mhm. À 12 ans, c'est moins cool. Mais par Ouais. contre, moi, j'ai été élevée avec cette OK. histoire-là, j'ai envie de dire, de côtoyer le tissu. Donc, moi, j'aime la matière, j'aime le travail derrière. Donc, j'aime le travail de tailleur. Donc, d'où les articles que tu citais. OK, Donc, ouais. de voir sur mesure Sim Tailleur, justement, ces deux femmes qui ont parti d'une entreprise de confection sur mesure. Je pense que j'avais fait un article sur Bataguia et Ali. Donc, moi, c'est Mhm. ça qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est le travail, le tissu, c'est la recherche du textile. Moi, c'est ça qui m'anime. Superbe. On sait que tu vas également, tu vas même avoir la chance d'animer modèle à la radio, là. Tu sais, Oui, ça, c'est intéressant à Choc FM, ça, c'est dans la région de Montréal. Mais ça, exactement. c'est, Pendant 4 ans quand même, hein? Ouais. ouais, l'expérience de la radio, parce qu'on a reçu Dorothy Alexandre, que tu dois connaître, à Oh, l'émission. oui, une perle. Ouais, puis incroyable. Un peu, vous Incroyable. vous ressemblez, là, sur bien des affaires, là. C'est Heureusement intéressant, qu'on ça. est amis, hein? Oui, oui, heureusement qu'on est OK. amis. Oui. Mais Dorothy, elle dit que l'une de ses plus belles expériences a été être à la barre d'une émission, donc derrière un micro, à Oui, la radio. oui. J'aimerais entendre maintenant Déborah Cherenfant me dire, elle, qu'est-ce qu'elle en retient de cette expérience? Quand même 4 ans, ça veut dire que tu as Oui, aimé ça veut ça, dire là? qu'il y a quelque Ouais, chose. ouais, 4 vas-y. ans, pas full, mais on va parler de 4 Par saisons. 4 intermittence. sessions, exactement. Parce que comme c'était à l'UQAM, j'y allais avec les sessions Ouais. universitaires. Donc, non, ça a été une belle expérience. Je n'étais pas la plus douée au niveau technique parce que c'était une émission, effectivement, de temps en temps, j'avais des collaborateurs, collaboratrices qui s'occupaient de la partie technique, mais la majorité du temps, j'étais en charge de la régie et de l'animation. OK, Donc, je OK. n'en garde pas de très bons souvenirs dans cette gestion double de trucs parce que ce n'est pas mon domaine. Mais par contre, ce que j'ai adoré de cette expérience-là, c'est vraiment la rencontre, les entrevues avec des entrepreneurs parce que c'était la Ouais. continuité de modèle. Donc, ce que Yes. j'écrivais en mots, je le faisais directement à la radio. Et c'est aussi surtout une façon de rester au courant des sujets d'actualité qui concernent les femmes. Donc, c'était 30 minutes. Je voulais pas que ce soit plus long non plus. Donc, pendant cette demi-heure-là, c'est de parler des sujets d'actualité, des événements en cours et OK. d'avoir une entrevue pendant 15-20 minutes avec des invités. Donc, cette rencontre-là, de pouvoir être dans un petit cocon, parce que la radio, c'est ça, Ça, ouais. l'univers feutré. L'intimité, ouais, bien Exactement, sûr, bien sûr. l'intimité, l'univers feutré de tout ça pour parler un peu, parler de sujets que les personnes interviewées ont des fois du mal à partager pour qu'après ça se retrouve à l'écrit et pour qu'après ça reste. Donc, Ouais. souvent des souvenirs d'enfance, des éléments qui les ont touchés. Ouais. Alors qu'à la radio, les gens se confient beaucoup plus, je trouve. Superbe. Et là, maintenant, toi, tu as cette envie de connecter les gens.
de les mettre en relation, le réseautage, ça va rester, ça. Et là, maintenant, tu vas quand même être administratrice, tu vas être au conseil d'administration, oui, c'est bien ça, de Île sans fil. Ça, là, moi, je vais te dire, quand tu vas, par exemple, au parc Laurier, et là, maintenant, je sais pas, puis à un moment, on avait vu Mont-Royal, Parc La Fontaine, Parc Jarry aussi, je pense. Et là, maintenant, partout. Et là, tu voyais que tu avais une possibilité d'accéder au réseau Île sans fil. Et là, maintenant, on voit que Mme Déborah Cherenfant était pas loin de ça, là. Ça, c'est intéressant quand même. J'aimerais t'entendre là-dessus. Tu as passé quand même 1 an, tu t'es bien impliqué, puis tu as poursuivi dans cet élan de mettre les gens en relation. Puis aujourd'hui, en temps de pandémie, ben, ça aide, hein, toute cette expérience dans le domaine du numérique. On t'écoute, Déborah? Non, ça a été mon premier CA, d'ailleurs, si je ne m'abuse, à moins que la Jeune Chambre de commerce haïtienne, c'était avant, mais ça doit être à peu près à la même période. Bref, Île sans fil, c'était vraiment une belle expérience parce que j'ai eu la chance de travailler, oui, sur les projets de connexion dans les parcs, qui est un projet qui est arrivé beaucoup plus vers la fin de mon mandat, mais le projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, à ce moment-là, j'étais à la CRE, à la Conférence régionale des élus. C'était le Wi-Fi dans les musées. Donc, à travers les 28 musées à Montréal, donc pouvoir s'assurer d'avoir le Wi-Fi qui ne dépende pas des musées, mais faire en sorte que les touristes, les visiteurs puissent pouvoir accéder dans les alentours, mais également à l'intérieur du musée, d'avoir accès à cette connexion-là dans un esprit on est une métropole, on est quand même Montréal, de ville connectée, de ville ouverte sur le monde, donc de pouvoir... Donc, ça réalité augmentée également. Exact. Ça date quand même de 2013. Aujourd'hui, ce sont des mots... c'est une réalité... qui va de soi. Exactement, qui va de soi. On se dit, Montréal sans Wi-Fi dans les rues facilement, mais... Impossible, ça date d'au moins 10 ans à cette réflexion-là pour faire en sorte qu'on arrive à ça aujourd'hui. Nickel. Et puis, entre-temps, c'est ça, c'est que toi, tu fais jamais juste un truc. Là, maintenant, tu vas être, comme tu nous disais, tu es à la CRE, donc Conférence régionale des élus. Tu rencontres, il y a la mairesse de Montréal qui est là-dessus, tu as le maire de Laval qui est là-dessus. En tout cas, c'est dans le Montréal métropolitain, il me semble. Écoute, des préfets de MRC, assurément, là, qui sont là également. Tu commences à rencontrer du monde pas mal important, là, Déborah. Intéressant. Puis, à ce même moment, durant cette même époque, un peu à la toute fin, tu vas même pousser ton projet un peu plus loin. Et là, maintenant, tu vas arriver avec Marché Coloré, cette boutique éphémère. Tu sais, ça, c'est intéressant. Là, de plus en plus, on en voit apparaître même au hub de Kéti-Antoine. Voilà, donc il y a des filles qui viennent par moment, elles s'installent sur le trottoir. Et puis après, elles repartent. Ouais, voilà. Intéressant. OK, nice. Okay. Non, ça m'intéresse encore une fois, toujours dans la continuité de tester des idées, tester des choses, donc d'avoir un domicile fixe. Donc, c'est l'idée d'aller dans des endroits. Et moi, le concept de Marché Coloré était quand même plus loin dans le sens où nous, on louait pendant une semaine un espace vide, donc une boutique complètement vide qu'on revampait, donc qu'on meublait, décorait et qu'on stockait. Enfin, on rajoutait du stock de vente. Et pendant une semaine, c'était une boutique en vrai. Donc, on a fait... Myland sur Laurier à 2 reprises, on a fait dans le village, puis on a fait dans Griffintown. Donc, c'est vraiment ça le concept. C'est vraiment partir d'un espace vide, le changer en fonction d'une thématique particulière, puis de meubler le temps d'une semaine ou de 3 jours. La majorité sur les 6 éditions, la majorité c'était sur le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Puis on a fait 2 épisodes en février pendant le mois de l'Histoire des Noirs où c'était toute une semaine. Par la suite, tu reviens dans le milieu des blogs, profil de réussite, ça c'est intéressant, première en affaires. Puis là, maintenant, ça va même t'amener, là c'est quand même une grande revue, là, tu sais, quand même, lesaffaires.com qui vont te dire, Madame Cherenfant, vous n'avez pas le choix. Vous venez écrire avec nous, là, on a besoin un peu de votre façon d'analyser les affaires, là. Mais c'est intéressant quand même, tu sais, pas Déborah seulement, non.
Quand je reçois Madame, le jour où je reçois Michael Jean, quand je reçois, c'est Dominique Anglade, c'est Madame, oui, la chef de l'opposition officielle. Donc, quand même, mais tu sais, on des boutades, mais c'est important quand même, là. Ouais, franchement, ton expérience en tant que blogueuse pour une aussi prestigieuse institution là, comme Les Affaires, oui, je t'écoute. Non, mais c'était vraiment très riche et moi, j'ai adoré mon expérience. C'était pendant 2 ans et demi, 3 ans à peu près que je gardais ce blog-là. 3 ans à peu près. 3 ans et c'est intéressant parce que le sujet de leadership féminin, mon blog s'appelle Femmes d'affaires ou Femmes en affaires, je m'en rappelle plus. C'est ça, Femmes en affaires. Et c'était pas un angle que les affaires avaient auparavant. Donc, quand moi, je l'amène justement, et encore une fois, je pense si je peux intégrer un petit conseil aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de proposer, moi je vais proposer effectivement d'aborder ce sujet-là parce que c'est important, ça demeure important, ça l'était en 2013 quand j'ai commencé, ça l'est encore aujourd'hui. Et moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Les gens qui me contactaient après pour partager leurs idées, pour dire « Oh mon Dieu, ça m'a vraiment aidé ce que vous avez dit et que ça m'a vraiment... j'avais pas vu la question sous cet angle-là. » Donc, moi, c'est beaucoup plus pour ça, pour partager parce que je lis énormément à ce sujet-là, surtout sur la place des femmes et leadership féminin. Donc, de pouvoir sensibiliser les gens à différentes études ou recherches qui sortent. Donc, ça, c'est très, très, très important et ça le demeure. Donc, de pouvoir partager ça, moi, c'est ce que je retiens, c'est ce que j'aime faire, dans le fond. Incroyable. Et là, Déborah, pour ceux qui connaissent pas, moi, j'ai eu la chance d'assister à ce que je connais du monde dans le milieu artistique. Puis à un moment donné, bon, ils m'ont dit, Alain, viens voir ça. Puis là, C2, Montréal, c'est big. Comme si en bas la ville, vers le Vieux-Port, là, c'est pas sud-ouest un peu, là, pas trop loin. Ils tiennent un événement, là, c'est... Mais tu sais, quand on pouvait se réunir, là, quand même. Ah, ils l'ont tenu cette année, hein. Mais ils l'ont tenu... Dans l'autre monde. Ouais, c'est dans l'autre monde. Mais cette année, je pense qu'ils l'ont fait de manière virtuelle. Ouais. Je suis. J'aimerais ça pouvoir y être invité un moment donné. On le lance à l'univers. Ben voilà, exactement. Et écoute, tu t'occupais de E égale MC2. Einstein, oui, une entreprise et Tourisme Montréal. Donc, toi, vraiment, t'as cette énergie. Tu sais, je veux dire, t'as cette capacité de vendre Montréal. Tu sais, être porte-parole de la jeune chambre de commerce, c'est de vendre les attraits, atouts de Montréal aux investisseurs potentiel. Oui, une sorte d'attraction pour la personne de Montréal, pour les autres, mais aussi pour nous locaux. Donc, vraiment, localement, pouvoir mettre de l'avant ce que Montréal fait, ce que Montréal est pour beaucoup d'entre nous. Donc, moi, je pense que c'est là où je me sens le mieux comme positionnement et aussi cette notion de relation, de mise en relation, de développement d'affaires, de concrétisation de partenariats. Je pense que c'est beaucoup... là que j'ai une valeur ajoutée. Alors, écoute, l'entrevue tire à sa fin, mais très rapidement, on sait que ça, c'est incroyable. Tu sais, tu nous parles de mettre en relation, tout ça, mais avec Arche, hein, ça, c'est cool. Avec Arche Innovation, tu parles des écosystèmes d'innovation. Ça, c'est intéressant quand même. Les écosystèmes d'innovation. Est-ce qu'on parle des incubateurs? Est-ce qu'on parle de pôles de développement, par exemple, le quartier des nouvelles technologies Ubisoft, ces coins-là un peu, là, où est-ce qu'on essaie de développer? Oui. C'est exactement ça. Je pense que tu l'as bien résumé, bien décrit, parce que c'est pas tout le monde qui évolue dans ce milieu-là qui est en mesure de cerner ça, mais c'est totalement ça. C'est aussi, peut-être pas nécessairement des milieux qui existent déjà, mais de créer des écosystèmes à l'intérieur d'entreprises, à l'intérieur de quartiers aussi. Donc, c'est beaucoup plus ça et faire en sorte qu'on puisse miser sur l'innovation, que ce soit l'innovation ouverte, que ce soit sur des techniques comme des pratiques innovantes, de design thinking, que ce soit des pratiques de collaboration. Donc, c'est vraiment de miser sur l'innovation pour créer des milieux qui se parlent. Donc, des fois, c'est très philosophique ou ésotérique même, mais des fois, c'est de créer des projets à l'intérieur d'une entreprise pour que des collègues se parlent, des collègues entre différents
départements qui n'ont pas l'occasion de se parler, mais c'est d'utiliser l'innovation. Est-ce que ça va être une application? Est-ce que ça va être un projet de collaboration? Est-ce que ça va être une plateforme véritablement? Donc, c'est vraiment d'aller créer ces écosystèmes, donc ces milieux de vie pour faire en sorte que la parole, que les échanges et que l'innovation circulent. Et tu as travaillé également à BCF, avocat d'affaires. Tu as été conseillère principale au niveau du développement, par la suite du rayonnement des affaires et ambassadrice également. L'intelligence artificielle, quelle place occupe-t-elle dans cette façon de faire rayonner les affaires au Québec, à Montréal? Est-ce que vous commencez à y pencher là, sur la jeune chambre de commerce ou à la chambre de commerce du Montréal métropolitain? Pour la Chambre, effectivement, c'est définitivement un des axes que nos membres représente, et je pense que pour Montréal, c'est un comment je pourrais dire, c'est un argument de vente de taille, l'intelligence artificielle, parce qu'on a non seulement les meilleurs talents, mais on a aussi les meilleures structures pour parler, pour présenter, pour stimuler cette intelligence-là. Mais au niveau de la Jeune Chambre, nous, ce qu'on fait beaucoup plus, ce sont que ce soit des projets ou des programmes, mais pour donner une plateforme de visibilité aux jeunes entrepreneurs qui ont des projets peut-être en IA, par exemple, dans le cadre d'activités spécifiques, que ce soit des démodés ou même on a un événement qui s'en vient en janvier, la grande rencontre de la relève d'affaires, donc la GRAM, où il y aura l'opportunité pour des entrepreneurs peut-être qui travaillent sur des projets d'intelligence artificielle de pouvoir bénéficier de cette plateforme de visibilité et présenter leur projet et pitcher leur projet en bon français dans le cadre de ce démodé. C'est ça, parce que sur votre site, alors messieurs, dames, nous vous invitons à vous rendre au jccm.org afin de voir la panoplie de services que vous offre notre jeune chambre de commerce de Montréal. Alors, on vous invite à vous y rendre, car vous offrez également, Madame la Présidente, vous offrez également ce concours de pitch, donc où ce qu'on va discourir, vendre notre projet. Alors pour les entrepreneurs innovants, je pense que c'est à partir, en tout cas le 13 décembre, là, il y a une date, là on voit. Alors on invite les gens à aller regarder et surtout de vous suivre sur les réseaux sociaux. Définitivement. La grande question, il y en a deux questions. Là. Les grandes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va t'inviter de nouveau, là, Déborah. Ça, c'est clair. Comme si... C'est mes réponses qui sont longues. Okay. Non. Ou fort. Ou just fort. Non, les réponses, ça veut dire, nous autres, pour ceux qui nous écoutent, là, ça veut dire... une bonne parole, hein? Mais c'est ça, parce que t'es brillante. C'est ça, mais c'est pas pour rien, là, que t'es porte-parole non plus. On sait que Monsieur Michel Leblanc a fait beaucoup de sorties lors de cette pandémie. Nous avons énormément de commerçants que c'est hyper difficile pour eux, et d'autant plus au centre-ville de Montréal, l'achalandage n'est plus du tout ce qu'il était. J'aimerais savoir, la jeune chambre de commerce ainsi que la chambre de commerce du Montréal métropolitain se positionne véritablement comment? Oui, il y a des représentations qui sont faites, mais maintenant, entre vous, est-ce qu'il y a un support, ne serait-ce que technique, moral, auprès de vos membres? La question est la suivante, oui. Je dirais deux choses au niveau de la Chambre. Technique et morale, c'est définitif dans le sens où la Chambre a mis sur pied, par exemple, des initiatives en matière de soutien à la santé mentale, ou que les commerçants, mais on va dire les entreprises, toutes les entreprises, particulièrement effectivement celles qui sont au centre-ville, puissent se référer et avoir ce soutien-là. Au niveau technique, je pense que la Chambre ainsi que la Jeune Chambre agissent comme plateforme de rediffusion, de transfert d'informations pour faire en sorte que nos membres, notre communauté puissent avoir accès à l'information gouvernementale, que ce soit des programmes fédéraux, provinciaux ou même municipaux. Maintenant, au niveau de la Chambre et de la Jeune Chambre, c'est que la Ville de Montréal, dans ses plans d'action, elle vient d'ailleurs d'annoncer récemment son plan d'action de relance pour 2021. Notre rôle, c'est beaucoup plus d'agir comme
carrefour, encore une fois, pour nous assurer qu'on diffuse, qu'on communique cette information-là à nos membres. Et des fois, la ville va peut-être octroyer des fonds pour faire en sorte que soit la Chambre ou la Jeune Chambre puisse aller directement intervenir auprès de ces entreprises-là. Pour la question des commerçants du centre-ville, nous, à la Jeune Chambre, on a participé à d'ailleurs un comité d'action pour trouver des réponses concrètes à la situation de centre-ville, parce que comme tu dis, l'achalandage n'est pas le même, la situation est difficile, on est en période de fête je sais que la ville a eu quelques mesures, par exemple le stationnement gratuit, des techniques de livraison pour faire en sorte qu'il y ait des livraisons le jour même, donc pour stimuler un peu cet achat local, mais surtout au centre-ville. Mais je te dirais que la question est complexe parce qu'il faut le prendre de différents points de vue. Question employeur, donc qu'est-ce qu'on fait avec les employeurs qui ont leur bureau au centre-ville et les employés en télétravail? Donc, qu'est-ce qu'on fait en matière d'immobilier, en matière de fréquentation? Parce que le centre-ville, oui, il y a des gens qui habitent, mais le trafic du centre-ville, il vient des gens qui viennent travailler. Donc, si, je dis n'importe quoi, 80% des gens qui sont en télétravail, qui étaient en temps normal au centre-ville ne viennent pas. Donc, là, c'est ça qui est de perdu pour les commerçants. Donc, il faut trouver une façon de ramener ces gens-là au centre-ville. Par contre, nous, à la Jeune Chambre, on sonde beaucoup notre communauté. Ce qu'on trouve de plus en plus, c'est que nos jeunes travailleurs, donc de moins de 40 ans, parce qu'on représente 18 à 40 ans, ne sont pas prêts à retourner au travail à temps plein. Donc, eux, ils demandent à plus de 90% une présence, une formule hybride. Oui. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Donc, entre les employeurs qui, eux, oui, demandent des mesures sanitaires et sécuritaires pour faire en sorte que ce soit faisable un retour au travail, mais les employés, les moins de 40 ans du moins, qui se disent « Attention, mais moi, je suis pas prêt. » Conciliation, famille-travail. Exactement. Moi, je ne suis pas prêt à retourner à 100%. Je veux une formule hybride. Donc, si on est dans ce contexte-là, comment faire en sorte qu'on fasse communiquer les deux, qu'on trouve une solution conjointe, parce qu'en bout de ligne, le dénominateur commun, si on veut, ce sont les commerçants. Qu'est-ce qu'ils font s'il n'y a pas de fréquentation? Parce que avec seulement les résidents du centre-ville, c'est pas vrai que leur survie est assurée. Donc, ça prend du mouvement, ça prend de la mobilité. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on stimule? Il y a différentes discussions autour de la table. Donc, est-ce que on stimule de par le transport en commun? Est-ce qu'on fait circuler plus les voitures individuelles, faire en sorte qu'il y ait plus de passages? Mais avec tous les travaux qu'il y a au centre-ville, est-ce que c'est réaliste de penser? Donc, la question n'est pas simple. Il y a une position, effectivement, des deux réseaux-là, que ce soit la Chambre, que ce soit la Jeune Chambre, qui travaillent concrètement, véritablement, avec un plan d'action. Ça fait quelques jours que ça a été diffusé, d'ailleurs, présenté, avec une liste d'actions pour stimuler cette activité-là, mais surtout pour stimuler ce trafic, parce que ça ne viendra pas à 100% des résidents, tout comme ça ne viendra plus à 100%, à 90% des travailleurs, parce que les gens ne sont plus là-bas. Et on sait que, bon, si on est membre, on reçoit l'information, c'est toujours plus facile, mais on a vu Monsieur le ministre Fitzgibbon faire des sorties disant que les gens, peut-être faute de ressources, des fois les gens sont peut-être pris par un certain désarroi, n'appliquent pas pour les différentes aides qui sont mises de l'avant par nos différents paliers de gouvernement. Est-ce qu'il va falloir que tous et chacun, les podcasts, tout le monde, qu'on relaie l'information davantage? Oui, effectivement. Non seulement il faut relayer l'information, mais par contre, ça, je l'entends beaucoup de nos entrepreneurs ou d'autres entrepreneurs dans les médias, c'est que le postuler pour ces programmes-là, c'est pas simple. Les formulaires ne sont pas évidents. Comprendre ce qui est demandé n'est pas évident. Et je ne veux pas faire de comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais ce qu'on entend beaucoup plus, c'est que les programmes fédéraux sont plus faciles à compléter, à remplir, à comprendre que les programmes provinciaux. Les programmes municipaux, je pense que ça fonctionne quand même assez bien. Je pense qu'il y a au-delà de 80% des entreprises visées, pas toutes les entreprises de Montréal, bien sûr, visées, mais effectivement, qui ont pu bénéficier des programmes. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Le mot circule.
peut-être même un défaut, c'est que ça ne circule pas assez à hauteur de Montréal, ça circule dans un certain créneau, un certain réseau d'entreprises, mais de ce côté-là, je pense que ça va bien. Mais au niveau provincial, ça, j'entends ce commentaire souvent, c'est que il y a un gap en bon français, donc il y a un écart dans la compréhension, dans ce qui est mis à disposition et la compréhension, mais surtout donc ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être une adéquation entre les deux. Donc, est-ce que ça a été pensé pour et avec surtout les entrepreneurs, faire en sorte que ça convienne bien, et puis après, quand tu le diffuses, tu le publies, donc les gens se retrouvent et disent ah oui, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce dont j'ai besoin, puis maintenant je postule, puis c'est bon, j'ai le soutien. Il semble avoir une petite confusion à ce niveau-là, et ça, je l'entends beaucoup. Incroyable. Écoute, messieurs, dames, nous allons poser la question du Club des amis à la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Déborah, la question à 100 000 $ que je pose à certaines grandes personnalités qu'on reçoit à Coconut Podcast. Ouais. Okay, ça vient des internautes, mais on va dire celle-là vient de moi. Ah. OK, c'est bon. Dans un avenir lointain, un avenir très, très, très loin, ou un avenir rapproché, y a-t-il des chances qu'on voit Déborah Cherenfant dans l'arène politique? Très rapproché, non. Okay. Très lointain, faut jamais dire jamais. Okay. Et étant donné que je suis une personne qui aime les défis, je ne dirais pas dans un avenir très lointain, et j'insiste sur le très lointain. Et de très rapproché, non. OK, c'est bon, on aime ta réponse. Papa, vous avez, comme je sais pas, vous vous appelez avant, vous donnez les mêmes réponses. Et pour tout jeune qui nous écoute, jeunes trans, jeunes garçons, hein, parce que c'est pas facile aussi pour les jeunes hommes issus des communautés racisées, là, c'est pas évident tout de suite, mais pour les jeunes filles également, donc toute personne qui nous écoute, qui aimerait se mettre en action, se lancer en affaires. Madame la présidente Déborah Cherenfant, j'aime bien dire Madame la présidente, comme si je parlais. J'aimerais t'entendre là-dessus afin de motiver nos plus jeunes, celles qui sont dans les écoles, qui aimeraient se lancer en affaires. Là. On t'écoute, la parole est à toi. Je pense que il y a quelque chose que je dis toujours, mais je pense qu'avec 2020 qui vient de se passer, je vais un peu revamper mon affaire. Je dis souvent oser passer à l'action, parce que moi, je suis fondamentalement convaincue qu'il y a des opportunités partout, que les opportunités sont là, puis il faut les saisir. Ouais, exactement. Il faut aller de l'avant, il faut pousser. Mais ce que 2020 nous a appris, en tout cas, c'est de regarder un peu ces angles morts, dans le sens où c'est pas tout le monde qui a les mêmes ressources, qui a les mêmes accès, qui a la même compréhension de la réalité de tout le monde, et pour qui aller de l'avant, ben c'est juste pas possible, parce que les conditions logistiques, socio-économiques, bref, ne sont pas faisables. Donc, moi, je dirais à ces jeunes-là qui nous écoutent et qui trouvent que c'est difficile, mais c'est de garder le cap, d'être un mot aussi qu'on a beaucoup entendu en 2020, c'est d'être bienveillant, c'est-à-dire de faire attention à soi-même, de penser, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour sentir, savoir véritablement ce qu'on veut faire, ce qui nous fait plaisir, parce que en bout de ligne, c'est vraiment ça qui va rester. C'est qu'est-ce qui nous fait plaisir, de pas se sentir poussé, bousculé, entraîné dans une direction dans laquelle qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas choisi. Donc moi, c'est vraiment ce que je conseillerais aux jeunes. Et une fois qu'on a fait ce travail intérieur, j'ai envie de dire, sur soi, de comprendre, et vraiment ça c'est fondamental, parce que ça va peut-être choquer des gens. Moi j'ai manqué beaucoup de confiance en moi pendant longtemps. Je manque encore à certains égards de confiance en moi, mais c'est de se faire confiance. Et ça, c'est fondamental, surtout dans la société dans laquelle on vit, avec tout ce qu'on a comme barrière systémique. C'est important de se faire confiance et pas douter de soi-même, pas douter de son intelligence, pas douter à quel point on est bon, à quel point on peut être bon, on peut s'améliorer, et que
on peut être là où on se voit. Ça, c'est super, super important. Donc, de faire confiance à ça. Wow. J'aime ça, celui-là, là, Ouais. de croire et de croire là où on se voit. On se Je voit. pense que, Déborah, ça, là, ce sont les paroles qui vont rester. Oui. Tes remerciements, suggestions de lecture, de films, de séries, et le Québec t'écoute pour tes remerciements. Mes remerciements, mais merci beaucoup Alain, merci pour l'invitation, ça a été très 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 intéressant et très enchanteur de passer ce moment-là avec toi. En plus, en période de fête, j'ai dit souvent le temps pendant cette entrevue. Je pense que c'est vraiment de prendre le temps pour soi. Moi, j'y ai goûté pour cette année, j'ai pris beaucoup de recul, même si ça n'a pas l'air. Beaucoup de personnes me disent mais je te vois partout, donc c'est sûr que tu n'as pas pris du temps pour toi. Mais détrompez-vous, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Ça, c'est super important de profiter de ce temps-là, de prendre du recul. Et remerciements à mes parents, à mes sœurs, mon frère. Je pense que c'est très, très, très important de remercier son essence. Et pour moi, ma famille est très importante. C'est mon socle à moi. Yes. Remercier aussi l'équipe de la Jeune Chambre. J'ai vraiment la chance, je suis très, très, très chanceuse d'avoir une équipe qui est présente, une équipe qui est ouverte et une équipe qui travaille très, très, très fort pour tout ce que vous voyez en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Et j'aimerais peut-être recommandations, prendre du temps pour soi si on veut lire, oui, mais de faire ce qui nous plaît. Yeah. De ne pas aller dans une course. Ah oui, il faut que tu regardes Non, telle série est vraiment bonne, tu devrais l'écouter. Non. Est-ce que tu as une Nintendo Switch? Non. Non? OK, non. OK, mais des fois, là, moi, je disparais. Je ferme Coconut Podcast, ouais, parce que là, à un moment donné, juste un petit moment, parce que sinon, c'est du travail continuel, hein? Ça continue, puis on n'a jamais le temps de faire ce qu'on veut, parce qu'on est comme, ah oui, un tel nous a suggéré telle série, un tel nous a suggéré tel livre, puis il faut qu'on fasse ça, là. Je fais plus rien. Puis là, toutes les fêtes passent, puis là, tu n'as pas fait ce que tu avais promis il y a 3 mois de faire pendant les fêtes, j'aimerais bien coudre ma première paire de mitaines. C'était en février, puis t'as rien fait. Mais t'as regardé toutes les séries, t'as tout vu, mais t'as pas fait. Ouais. Tout le monde. Mais t'as pas fait ton. Fait, voilà. Déborah, écoute, je viens de faire la rencontre d'une très grande dame. Ben, sérieux, man. Non, ben, sérieux. J'en rencontre tellement de monde à Coconut, mais vous êtes tous intéressants, mais là. Pas me dire, pas mes ministres, man. Non, moi, quand je parle de quoi, là, c'est rare, ça arrive pas. Oui, bon, comment c'est ministre? C'est pas ministre. Pas ministre. Pas ministre, ok, bon, Bino. Bah ouais, écoute, ça a été un plaisir. Comme je dis si bien à toute personne venant du pays des Taïnos Arawak, je leur dis merci en pile. Merci en pile et par respect pour nos frères et sœurs autochtones, écoute, je dis Chinashkumitin, Miigwech et surtout dans la région de Montréal, entre autres, ils disent Nyawen. Merci Déborah, merci. Alain. Messieurs, dames, nous étions avec Déborah Cherenfant, directrice régionale, oui, à la TD. Elle siège sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle connaît Monsieur Leblanc, oui. Et surtout, elle est présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je vous invite à les suivre au jccm.org. Vous allez y découvrir des activités incroyables. Puis écoutez, le 13 décembre, allez voir ça. Vous avez cette possibilité de passer devant des comités puis de vendre votre salade. Moi, je vous dis, la Jeune Chambre de commerce, c'est le site à avoir dans notre carnet d'adresses si on est en affaires. Sur ce, messieurs, dames, comme je vous dis, comme à l'accoutumée, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Nyawen, merci!